Et si, sans un bruit, les bases d'un nouveau bloc mondial prenaient une forme sous nos yeux, sans que personne ne s'en aperçoive? Tandis que le débat public se perd dans des discours éclatants ou des images spectaculaires, l'histoire vient de franchir une étape décisive, presque en secret. Il ne s'agit ni de rumeurs ni de simples intentions. Des décisions ont été actées, des accords signés, des discours officiels prononcés. Tout cela marque une intégration politique, militaire et économique d'une ampleur inédite dans l'espace post-soviétique, organisé autour de Moscou. Ce qui intrigue le plus, c'est la discrétion de ce processus. Loin des unes tapageuses, la transformation s'est opérée silencieusement, à coups de signatures, de réunions techniques et d'alliances institutionnelles. Pendant que l'attention était captée ailleurs, les acteurs principaux ont, pas à pas, harmonisé leurs institutions, fusionné certaines structures et jeté les bases d'un système commun. Prenons un exemple concret. Au cours de la dernière décennie, plus d'une vingtaine de réunions au sommet ont eu lieu entre les dirigeants russes, biélorusses, arméniens et kazakhs, chacune donnant naissance à des protocoles d'accord sur des sujets aussi variés que la sécurité alimentaire, la défense anti-aérienne ou la synchronisation des politiques fiscales. De tels rapprochements, il y a seulement 15 ans, auraient en suscité l'incrédulité générale. À l'Ouest, certains dénoncent une résurgence impériale, une tentative de ressusciter le passé sous un nouveau masque. Mais sur le terrain, tout indique qu'il ne s'agit ni d'une reconstitution factice, ni d'un retour imposé. Ce sont des choix mûrement réfléchis, poussés par la déception envers l'Occident, la quête de sécurité, la recherche de stabilité économique et le désir de peser dans les nouveaux équilibres mondiaux. La question cruciale se pose alors. Assistons-nous à un simple retour nostalgique vers une époque révolue ou à la naissance d'un modèle inédit? Un système qui s'inspire du passé mais progresse par pragmatisme, par volonté de survie et d'avantages partagés. Pour illustrer la différence, souvenons-nous de l'intégration européenne après la Deuxième Guerre mondiale. Si la communauté européenne du charbon et de l'acier fut perçue d'abord comme un simple traité économique, elle a ouvert la voie à l'Union européenne. Ici, une dynamique similaire se met en place, mais avec des outils différents et des priorités adaptées aux contextes locaux. Fermer les yeux sur ce basculement, c'est courir le risque de rester spectateur d'une transformation majeure, qui n'épargnera ni la stabilité, ni la prospérité, ni la sécurité de millions de personnes, y compris chez nous. Comprendre ces dynamiques, c'est savoir anticiper, s'adapter, influencer. Refuser de les voir, c'est s'exposer à l'impuissance. Mais comment ce processus a-t-il pu avancer aussi loin sans provoquer de crise ni attirer l'attention? Pour le comprendre, il faut remonter à ses origines et percer les logiques qui le soutiennent. Il y a 30 années, tout semblait s'effondrer. Aujourd'hui, un mouvement inverse s'organise, presque clandestinement, loin des projecteurs et des slogans assourdissants. Au lendemain de la chute de l'Union soviétique, chaque république a proclamé sa souveraineté. Les frontières, jadis simples traits sur des cartes, sont devenues des murs concrets. Pour la première fois, depuis plusieurs générations, l'indépendance avait un goût réel, presque grisant. Dans ces années-là, même les plus nostalgiques rejetaient ponte toute idée d'union politique ou militaire. Imaginer une nouvelle alliance, des institutions communes, une armée intégrée, semblait relever du rêve ou du passé. Aux yeux des sceptiques, la coopération ne pouvait dépasser quelques accords commerciaux ou des gestes symboliques. Mais l'euphorie s'est vite dissipée. Les promesses occidentales, investissements massifs, sécurité garantie, prospérité démocratique, se sont révélées pour beaucoup hors d'atteinte, parfois même illusoires. De Varsovie à Tbilissi, de Kiev à Erevan, la désillusion s'est installée, rongeant la foi dans l'intégration européenne ou atlantique. On se rappelle par exemple qu'en Géorgie, l'élan pro-occidental s'est heurté à l'absence d'intégration rapide à l'OTAN, laissant le pays exposé à des crises majeures comme celle d'août 2008. En Ukraine, la révolution orange n'a pas débouché sur la prospérité attendue et la Crimée a fini par changer de main dans le fracas des années 2014. Face à ces déceptions, élites et populations ont commencé à regarder Moscou autrement. Au-delà des discours idéologiques, la dépendance économique et sécuritaire s'est imposée avec force. Les flux de matières premières, l'accès à l'énergie, la protection militaire, ces réalités pesaient d'un plus lourd que les symboles de l'indépendance. Ce serait pourtant une erreur de mal lire ce passé. Les schémas des années 90 ne suffisent donc plus à expliquer ce qui se joue aujourd'hui. S'enfermer dans la nostalgie ou l'hostilité, c'est perdre prise sur les mutations en cours. Car une nouvelle intégration avance, discrète mais profonde.
Elle ne s'appuie ni sur les slogans d'antan, ni sur la force des armes, mais sur des choix pragmatiques et des compromis dictés par l'économie et la sécurité. Des liens inédits, tissés pas à pas, redessinent en silence la carte politique et géopolitique de l'espace post-soviétique. Dès lors, comment cette nouvelle union s'élabore-t-elle, loin des vieilles images et des drapeaux fanés? Quels accords, quelles dynamiques concrètes sont à l'œuvre? Pour comprendre ce retournement discret, il faut plonger dans les mécanismes réels de cette intégration. Institutions parallèles, dépendance énergétique, accords militaires secrets. C'est là que se jouent aujourd'hui les véritables rapports de force. Ce ne sont pas les discours enflammés qui redessinent la carte politique, mais des dizaines d'accords concrets, déjà signés et appliqués sous nos yeux, loin des projecteurs. Derrière les gros titres dramatiques, un processus méthodique progresse. Dans l'ombre des sommets officiels, la Russie érige lentement un nouveau centre de gravité. Pas à pas, une série de choix pragmatiques, partagés avec ses voisins, construit une réalité irréversible. L'exemple le plus abouti, c'est l'axe Moscou-Minsk. Entre la Russie et la Biélorussie, il n'y a plus seulement des promesses. La défense est commune, les économies s'imbriquent, les lois s'harmonisent secteur par secteur. Les réunions interministérielles sont devenues la norme et même les doctrines militaires convergent. Officiellement, ce sont encore deux États, mais sur le terrain, la frontière s'efface un peu plus chaque année. Prenons la décision de 2021, où la Biélorussie et la Russie ont institué des programmes d'intégration couvrant plus de 28 secteurs, de la fiscalité au contrôle des frontières. Concrètement, cela signifie que les entreprises biélorusses adoptent progressivement les normes russes, que la monnaie biélorusse s'aligne sur le rouble et que les budgets nationaux sont coordonnés lors de sessions communes. Des avancées similaires, bien que plus discrètes, émergent ailleurs. En Arménie, la présence de bases russes et la coordination sécuritaire deviennent indispensables. L'Ossétie du Sud, l'Abkhazie, la Transnistrie, ces territoires contestés s'intègrent à Moscou, non par de grandes déclarations, mais via des réformes administratives, des accords énergétiques et un ancrage au rouble. Leurs dirigeants multiplient les allers-retours vers Moscou, négocient des budgets, des passeports et des garanties de sécurité. En Transnistrie, par exemple, les retraites sont versées en roubles, les manuels scolaires sont imprimés à Moscou et les exportations passent essentiellement par la Russie. Même en cas de crise, comme lors de la pandémie de 2020, l'aide médicale, les vaccins et les équipements sont venus de Moscou, renforçant la dépendance et la loyauté. Un rôle particulier revient aux territoires à statut hybride. Les républiques populaires du Donbass, la Gagauzie en Moldavie, le nord du Kazakhstan. Chacun affiche ses spécificités, mais tous développent des liens directs avec Moscou, souvent en contournant les gouvernements centraux. On assiste à une prolifération de jumelages institutionnels, d'aides ciblées et de réseaux économiques parallèles qui rendent tout retour en arrière de plus en plus improbable. Dans le Donbass, l'enseignement se fait en russe, les passeports russes sont distribués à grande échelle et les infrastructures sont financées par des fonds fédéraux. Le nord du Kazakhstan, quant à lui, bénéficie d'investissements dans les industries extractives et les transports, ce qui ancre la région dans la sphère d'influence moscovite. La motivation principale, l'économie. Face à des crises répétées, l'accès au vaste marché russe, la stabilité du rouble et l'intégration des infrastructures, routes, pipelines, réseaux électriques, offrent une sécurité que beaucoup n'espèrent plus de l'Occident. Les flux migratoires dessinent aussi une nouvelle réalité. Chaque année, des centaines de milliers de travailleurs d'Asie centrale, du Caucase ou de Transnistrie dépendent des salaires russes pour faire vivre leurs familles. Cette dépendance tisse de fait un espace économique partagé et difficile à démanteler. Par exemple, en 2023, on estime que plus de 2 millions de citoyens tadjiks ont travaillé en Russie, générant des transferts d'argent représentant près de 50% du PIB du Tadjikistan. Cette manne financière dépasse de loin l'aide internationale reçue par ces pays. La sécurité complète ce tableau. Les garanties offertes par la Russie, bases militaires, boucliers aériens, coopération policière, remplacent souvent l'absence de réponse concrète de l'OTAN ou de l'Union européenne. Pour de nombreux gouvernements, comme pour les populations, ces protections valent plus que des promesses lointaines. L'exemple arménien est frappant. Lors de la crise du Haut-Karabakh, c'est la présence de soldats russes qui a permis un cessez-le-feu et non une intervention occidentale. Les exercices militaires conjoints, comme Zapad, rassemblent des dizaines de milliers de soldats sur plusieurs frontières, affichant une capacité de réaction rapide et coordonnée sans équivalent à l'est de l'Europe.
Mais le plus décisif, c'est la manière d'intégrer par le bas. Sans drapeau ni constitution spectaculaire, la convergence avance à travers la synchronisation des codes fiscaux, l'unification des tarifs énergétiques, la création de comités conjoints sur l'agriculture ou l'éducation. Cette fusion silencieuse des institutions, bureaucratie après bureaucratie, rend chaque divorce futur presque impossible. On peut évoquer ici la fusion des douanes entre la Russie, la Biélorussie, le Kazakhstan et l'Arménie, donnant naissance à l'Union économique eurasiatique en 2015. Grâce à cette harmonisation, un camion chargé de marchandises peut traverser 5000 km sans devoir passer de contrôle douanier majeur, une transformation logistique majeure pour des millions de petits entrepreneurs. Ignorer ces évolutions, c'est sous-estimer la solidité de ce nouveau bloc. Il ne s'agit plus de simples alliances temporaires, mais d'un maillage profond qui redéfinit le paysage régional. À chaque signature, à chaque projet commun, le retour à l'ancien statu quo s'éloigne encore davantage. Mais l'intégration n'est pas sans résistance. Dans l'ombre, des lignes de fracture apparaissent, menaçant l'équilibre fragile de cette nouvelle union. Prenons le cas du Kirghizistan, où la population, partagée entre attrait pour les marchés russes et volonté de préserver sa langue, manifeste régulièrement contre certaines mesures d'intégration. En Moldavie, des élections récentes ont amené au pouvoir des forces pro-européennes, cherchant à enrayer l'influence russe au prix de tensions internes majeures. Ce qui semblait hier inconcevable est déjà devenu le quotidien de millions de personnes. Alors que nous réserve demain ? La carte du monde post-soviétique ne se transforme plus sous l'effet de chocs soudains, mais à travers une intégration patiente et méticuleuse. Le duo Moscou-Minsk agit comme un laboratoire, expérimentant étape par étape une union qui aurait paru impossible il y a une poignée d'années. Frontières administratives, politique de sécurité, fiscalité, tout se fond dans un mouvement qui gomme peu à peu les anciennes séparations. Dans ce sillage, d'autres nations observent, hésitent, puis amorcent leur propre rapprochement. Fini les grands référendums spectaculaires, place aux routines institutionnelles et aux décisions discrètes, nouveaux statuts, votes parlementaires sans éclat, multiplication d'accords sectoriels. Les régions les plus fragiles, isolées ou exposées à l'instabilité, ressentent une pression croissante, choisir entre la peur de l'abandon et la quête de stabilité. Dans le Caucase, par exemple, la Géorgie et l'Azerbaïdjan observent avec attention le sort de leurs voisins. À chaque nouvelle crise, les appels à la coopération régionale se font plus pressants et les débats internes s'enflamment autour de la question de l'orientation stratégique du pays. Face à cette dynamique, deux modèles s'affrontent. Le premier, un club volontaire où chaque État négocie le degré d'intégration, ses avantages, ses limites. Le second, la tentation d'un centre puissant imposant sa logique, homogénéisant règles et statuts, parfois au détriment des particularités locales. Dans les faits, le paysage s'annonce fragmenté. Membres à part entière, partenaires associés, territoires partiellement intégrés, selon des configurations mouvantes. La Biélorussie, par exemple, tend vers l'intégration quasi totale, alors que l'Arménie et le Kazakhstan privilégient des coopérations sectorielles. La Moldavie, elle, oscille entre deux pôles, son gouvernement central tentant de résister à l'influence croissante des régions pro-russes. Mais que deviennent ceux qui s'écartent de cette trajectoire ? Pour eux, la souveraineté affirmée s'accompagne rapidement d'épreuves concrètes. Incertitude économique, dépendance accrue aux marchés étrangers, vulnérabilité sécuritaire. L'isolement cesse d'être un simple choix politique. Il devient un pari risqué sur l'avenir, aussi bien pour les dirigeants que pour les populations. Prenons l'exemple de l'Ukraine post-2014. En se détournant de Moscou, le pays a dû réorganiser entièrement ses chaînes d'approvisionnement, trouver de nouveaux marchés pour ses produits agricoles, et faire face à une guerre hybride qui a affaibli son économie. Les coûts de cette transition sont vertigineux, baisse du PIB, inflation, exode massif de main-d'œuvre qualifiée. Peut-être la transformation la plus profonde s'opère-t-elle dans les esprits. La nostalgie s'efface devant une recherche active de protection, de sécurité, d'appartenance face à un monde jugé imprévisible. Pour beaucoup, l'intégration n'est ni soumission ni rêve idéologique, mais une stratégie pour retrouver influence, stabilité sociale et prévisibilité économique. Dans les rues d'Astana ou de Minsk, les conversations tournent moins autour de la grandeur passée que de l'accès à l'emploi, à l'énergie bon marché ou à la sécurité des retraites. Les familles, de plus en plus, jugent les alliances à l'aune de leurs effets sur le quotidien. Prix du gaz, stabilité de la monnaie, disponibilité des médicaments.
Au bout du compte, rejoindre ou résister à ce mouvement ne modifie pas seulement la couleur d'une carte géopolitique. Ce choix engage la souveraineté, le niveau de vie, la sécurité quotidienne et la capacité de peser sur la scène internationale. Ce qui se joue, c'est bien plus qu'un alignement. C'est la possibilité de maîtriser son destin dans un contexte où les équilibres changent aussi vite que les alliances. Dès lors, une question cruciale surgit. Quelles stratégies concrètes peuvent adopter sociétés et dirigeants pour préserver leur influence, leur stabilité et leur avenir? À l'heure où chaque nation doit naviguer entre dépendance et autonomie, les choix de demain définiront la place de chacun dans ce nouvel ordre. Mais derrière chaque décision, ce sont des vies, des ambitions et des espoirs qui se jouent. Ce tournant vous concerne directement. Rester spectateur ou agir, c'est ce choix qui décidera du quotidien de chacune et chacun d'entre nous. Depuis Moscou, un nouveau bloc post-soviétique prend forme, bien loin des projecteurs. Désormais, la question n'est plus de savoir si nous serons touchés, mais comment y faire face. Les décisions qui se prennent dans l'ombre modifient déjà la réalité de millions de personnes. Pour les citoyennes et citoyens, il s'agit d'ajuster ces trajectoires professionnelles. Les secteurs porteurs émergent, d'autres s'effacent. Comprendre les nouvelles opportunités, repérer les niches économiques créées par l'intégration, c'est la clé pour ne pas subir la recomposition. Cette vigilance permet aussi d'anticiper les contraintes à venir. Normes plus strictes, nouvelles régulations, pression sur les métiers jugés secondaires. Prenons l'exemple du secteur informatique. En Russie et en Biélorussie, la création de clusters technologiques communs attire des talents venus de toute la région. Les startups qui anticipent la demande institutionnelle, cybersécurité, logiciels de gestion administrative, voient exploser leur chiffre d'affaires. À l'inverse, certains métiers de service souffrent de la concurrence accrue et de la pression des nouveaux standards. Les entrepreneuses, entrepreneurs et investisseurs doivent apprendre à lire entre les lignes. Les marchés se reconfigurent, les priorités changent, énergie, logistique, défense. Anticiper les règles du jeu, identifier les nouveaux circuits, c'est prendre une longueur d'avance quand un simple changement fiscal, la création de fonds conjoints ou la mutualisation des infrastructures peuvent bouleverser toute une industrie. Un entrepreneur kazakh dans l'agroalimentaire l'a bien compris. En se tournant vers le marché russe, il a dû adapter ses produits aux normes de Moscou, mais a vu ses ventes tripler en 5 ans. Ceux qui n'ont pas su s'adapter ont parfois disparu, incapables de faire face à la nouvelle compétition. Pour les élites politiques, l'attentisme n'est plus une option. Miser sur des alliances solides, s'ancrer dans les réseaux internes du bloc, c'est éviter l'isolement et rester en capacité d'influencer. Seuls ceux qui bâtiront des partenariats durables, au lieu de multiplier les tergiversations, garderont un levier déterminant dans la nouvelle configuration régionale. Un exemple frappant, la Biélorussie a su négocier des exemptions tarifaires et des aides ciblées en échange d'une intégration plus poussée dans certains secteurs stratégiques, tirant parti de sa position charnière entre la Russie et l'Union européenne. Les sociétés civiles, quant à elles, font face à un défi délicat: préserver l'identité sans tomber dans la nostalgie ni le rejet. L'intégration n'est pas la dilution, mais elle impose de négocier sans cesse la place de chacun dans un cadre renouvelé. Associations, groupes locaux, médias indépendants, tous jouent un rôle crucial pour maintenir vivante la diversité. En pratique, cela passe par la création de programmes éducatifs bilingues, l'organisation de festivals culturels transfrontaliers ou encore la défense d'espaces médiatiques autonomes. Les ONG actives dans la région multiplient les initiatives pour promouvoir l'échange et la compréhension mutuelle, tout en luttant contre l'homogénéisation excessive. Le point essentiel, n'attendez pas une révolution éclatante. Ce processus avance à pas feutrés, porté par une multitude de signaux faibles. Seuls celles et ceux qui sauront les capter et s'adapter, plutôt que d'être pris au dépourvu, préserveront leur influence et leur avenir. Rester passif, c'est subir la vague. Comprendre et anticiper, c'est maintenir le contrôle dans un monde qui se redessine sous nos yeux. L'histoire ne se répète pas. Aujourd'hui, chaque choix, même discret, pèse lourd. Pour illustrer, rappelons-nous la réunification allemande. Ce processus qui semblait impossible dans les années 80 est devenu réalité grâce à une série de petites décisions, souvent invisibles pour le grand public, mais qui ont modifié pas à pas l'équilibre du continent. Aujourd'hui, c'est une dynamique similaire qui opère plus à l'Est, mais dans l'autre sens. En somme, que retenir de cette métamorphose silencieuse mais décisive? La recomposition en cours ne laisse personne à l'abri. Dans le dernier acte, découvrons comment ces dynamiques façonneront durablement l'avenir de la région, et, par ricochet, le nôtre.
vous ne regarderez plus jamais la carte du monde comme avant. Ce que nous venons de dévoiler n'est ni une spéculation, ni un simple scénario d'anticipation. C'est une transformation silencieuse, documentée par des accords signés, des discours soigneusement calibrés, des votes enregistrés à huis clos. Une nouvelle architecture s'installe peu à peu sur l'espace post-soviétique, sans tambour ni fanfare, mais avec une efficacité implacable. Il ne s'agit pas d'un retour en arrière vers une époque mythifiée. La réalité est bien plus subtile, presque invisible pour qui ne fait que survoler les gros titres ou suivre les débats éphémères en ligne. L'intégration avance par strates: création d'institutions communes, harmonisation des législations, interconnexion des forces armées, fusion progressive des marchés. Chaque décision, chaque accord, chaque compromis ajoute une pièce à ce nouvel ensemble. Le piège serait de croire à une simple répétition de l'histoire. Or, la dynamique actuelle n'a plus rien à voir avec l'ancien modèle soviétique. Ce mouvement est né d'un pragmatisme froid, nourri par la désillusion face à l'Occident, le besoin de stabilité et l'exigence de sécurité collective. Jamais les élites n'avaient agi avec une telle réserve, ni autant de méthode. Fermer les yeux sur cette évolution, c'est prendre un risque immense, celui de se réveiller dans un monde où les cartes ont changé de main, où les alliances et les centres de pouvoir ont basculé en silence. Ceux qui s'accrochent à l'image d'un ordre disparu verront s'éroder, jour après jour, leur capacité à comprendre, à agir, à défendre leurs intérêts. Ce bouleversement ne fait que commencer. Pour chaque État, chaque région, chaque citoyen, la vraie question n'est plus de choisir entre l'attentisme ou l'action. Il s'agit désormais de saisir le sens profond de ces mutations, sous peine d'être relégué à la périphérie de l'histoire. Refuser de reconnaître l'émergence de cette nouvelle union, c'est s'exposer à en subir les conséquences sans jamais pouvoir les infléchir. Face à cette nouvelle donne, seule la lucidité compte. Ce n'est plus l'heure des regrets ni de la nostalgie, mais celle de la vigilance et de la responsabilité. L'avenir ne sera pas façonné par ceux qui crient le plus fort, mais par ceux qui auront su poser les vraies questions et saisir, à temps, les opportunités quand tout vacille. Comment comprendre, anticiper, ou même peser dans ce nouvel ordre régional? Tout commence par l'analyse concrète, pays après pays, décision après décision, de la manière dont cette intégration se construit chaque jour. Prenons exemple sur l'histoire. Lors de la création de l'Union européenne, nul n'aurait pu prédire que la petite communauté du charbon et de l'acier deviendrait en moins de 70 ans un ensemble politique et économique incontournable. Aujourd'hui, dans l'espace post-soviétique, une dynamique comparable s'enclenche, portée par des besoins spécifiques, une histoire partagée et l'expérience des échecs passés. Pour ne pas être spectateur, mais acteur, il est temps de regarder la carte, d'écouter les signaux faibles et de se préparer individuellement, collectivement, à un monde où les lignes bougent sans bruit, mais de manière irréversible. Parce que l'avenir, cette fois, ne frappera pas à notre porte par surprise.